trêve des confiseurs, en tout cas dans la guerre médiatique de communication que Poutine livre au reste de l'humanité. Exactement, avec cette question qui nous interpelle ce matin, l'Ukraine est-elle lancée dans une fuite en avant terroriste? C'est en tout cas ce qu'affirme la Russie, qui essaye donc de convaincre en ce début de l'année les Occidentaux. Moscou qui assure que Kiev a tenté d'assassiner Vladimir Poutine. C'était le week-end dernier, on en a parlé. Nouvelle accusation qui nous vient toujours de la Russie. Ce matin, les Russes accusent l'Ukraine, cette fois, d'avoir tué 24 civils lors d'une frappe sur la région de Kherson, une zone qui, vous le savez, est contrôlée partiellement par les Russes. Selon le gouverneur de cet oblast ukrainien, les victimes seraient des femmes et des enfants qui se trouvaient dans un café dans le village de Korli. Les Russes, à nouveau brandissent des preuves. Cette fois, ce sont des photos qui montrent d'abord l'impact de cette prétendue frappe, mais également des corps carbonisés des victimes donc imputées à Kiev selon les dires de Moscou. Esther Lefebvre nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous, Esther. Michel Scott est avec nous également, grand reporter à LCI TF1. Pierre Barbin est toujours là. Michael Benamou, directeur de l'Institut européen de la guerre, l'OPEWI, merci d'être avec nous. Michel Scott, rapidement, sur ce qu'on vient d'évoquer, là, maintenant, il faut qu'on parle de ce que disent les Russes. C'est pas nous, c'est les autres. Et à Kherson, eh bien, il y a eu un carnage opéré par les Ukrainiens. On est quand même dans une guerre de désinformation. Voilà, je ne sais pas ce que sur cette affaire, mais depuis le début, depuis quelques jours, là, c'est particulièrement saillant du côté de chez Poutine. Bon, là, ça va être plus facile à démontrer, si vous voulez, que sur l'épisode de la résidence de Poutine. Il y a visiblement eu une frappe quand même, il y a des éléments vidéo, etc. Sur le détail. Est-ce que c'est, comment dire, ce sont des dégâts collatéraux? Est-ce que on est sur une pure bavure? Ça existe aussi. Enfin, et les Ukrainiens, et ça peut être même volontaire. Les Ukrainiens sont pas que des anges. Mais on est où là? Orly, on n'est pas à 600 km du front, on est à 60 km à peu près de Kherson. On est sur une zone qui est pas très active, c'est vrai, du point de vue militaire, mais enfin, on est sur ce qu'on appelle l'arrière-front, dans une zone qui est disputée. Donc, des opérations par drone, eh bien, sont quand même légitimes. Alors, on est effectivement dans une phase de comment dire, début d'année, avec tout ce que ça peut conférer de symbolique. Il y a beaucoup d'actions militaires de part et d'autre. Il y a eu 200 drones envoyés par les Russes il y a quelques heures dans l'autre sens. Il y a surtout cette phase de négociation. Et quoi qu'il se soit passé là, effectivement, il est dans l'intérêt des Russes de l'utiliser. Oui. Pour décrédibiliser la partie ukrainienne aux yeux des Américains. Ce qui est un peu singulier, c'est que c'est vrai que la dernière accusation de Vladimir Poutine à l'endroit des Ukrainiens fait un peu flop, cette tentative d'assassinat, et on a l'impression qu'il y a un déport des Russes. Il dit, attendez, j'ai un deuxième dossier, etc. Oui, sauf que vous avez raison de dire que ce deuxième dossier n'est pas de la même nature que le premier. D'ailleurs, Michel, vous avez raison de faire ce lien avec les négociations de paix qui sont en cours, parce que Vladimir Saldo, qui est donc le gouverneur de l'oblast occupée de Kherson, accompagne ces images que vous voyez à l'instant d'un message qui dit ceci: voilà quel genre de paix les Ukrainiens proposent. Il montre donc cette frappe en justifiant ce processus de paix qui est actuellement au point mort, en tout cas fortement en recul ces derniers jours. On va voir Guillaume Ptak quand même, qui est en Ukraine, notre journaliste. C'est vrai, Guillaume, que là c'est une accusation lourde que mettent sur la table les Russes. Et j'aimerais savoir quelle est la version aujourd'hui que donnent de cet événement les autorités ukrainiennes. Guillaume, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas eu de réaction pour le moment officielle de la part des Ukrainiens, mais il y a fort à parier qu'ils accordent peu de crédit à ces déclarations et à la version de Moscou, en particulier alors qu'elle survient après justement ces allégations selon lesquelles l'Ukraine aurait visé la résidence de Vladimir Poutine à l'aide de drones. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, comme vous le mentionnez sur le plateau, c'est une zone de guerre véritablement assez relativement proche du front, donc il n'est évidemment pas impossible qu'une explosion se soit produite.
Mais il faut rappeler aussi que la région de Kherson et la ville de Kherson même, la capitale régionale, est elle quasiment tous les jours bombardée par la Russie. La guerre continue de rappeler au monde entier la vulnérabilité des populations civiles. Elle montre aussi l'importance de la diplomatie et de la paix. Le futur de Donetsk dépendra à la fois des décisions militaires et des actions diplomatiques internationales. Mais pour l'instant, la ville reste un théâtre de souffrance, de courage et de résistance. Chaque jour, les habitants vivent au rythme des sirènes, des explosions et des combats. Pour eux, chaque instant est un mélange de peur et d'espoir. La guerre à Donetsk n'est pas seulement un conflit territorial, c'est une tragédie humaine. C'est le récit de civils pris au piège entre deux armées. C'est aussi l'histoire de soldats qui défendent leur pays ou leur idéologie. La vie continue malgré tout. Les familles cherchent à survivre. Les enfants continuent à apprendre malgré le chaos. Les volontaires apportent leur aide, parfois au prix de leur vie. Et chaque acte de solidarité est une lumière dans l'obscurité. Donetsk restera dans l'histoire comme un exemple de la brutalité des conflits modernes. Mais elle reste aussi un symbole de résilience. Une ville qui, malgré les bombes et les destructions, tente de continuer à vivre. Le monde observe. Les décisions internationales, les négociations et le soutien humanitaire peuvent encore changer le cours de cette guerre. Mais pour les habitants de Donetsk, chaque jour est une bataille. Et chaque jour, leur courage raconte une histoire que personne ne peut ignorer. On n'est pas sur une zone immédiate de confrontation immédiate, si vous voulez. Donc l'accusation, c'est ça. Et surtout quoi? Ça, c'est plus difficile à vérifier. Parce que vous pouvez vérifier qu'il y a une frappe. Enfin, on voit les images. Mais il y a 24 morts. Et la nature de ces morts. Donc 24 morts, ça, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un bilan spectaculaire. Et dans la moyenne de ce qui se passe quotidiennement, on a des attaques massives de la part des Russes tous les jours sur l'Ukraine. On a rarement des bilans comme ça. Ouais. Donc, ce qu'on met en avant du côté russe, c'est le carnage. Ouais. Quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Il y a peut-être que 5 morts. Vous et moi, on ne le sait pas, on le saura peut-être jamais. Là, c'est le bilan qui est mis en avant à un moment effectivement crucial du point de vue des négociations. Je suis assez d'accord. Je pense que il faut aussi ajouter que ça ne ressemble pas au mode opératoire ukrainien. Les Ukrainiens ont l'habitude de taper des cibles militaires ou économiques, des raffineries. Quand ils tapent à Moscou, par exemple, ils tapent des généraux, des chefs militaires importants. Même chose aussi sur le front à l'Est. En fait, ils cherchent vraiment à faire ce qu'on appelle de la proportionnalité et aussi de la distinction. C'est le langage militaire. Distinction, qu'est-ce que ça veut dire? C'est distinguer entre civils et militaires. Les Ukrainiens sont quand même assez surveillés par les Américains, par nous aussi, armées européennes et françaises. Nous leur livrons des armes, des munitions. Et donc, il y a un suivi qui est fait quand même à ce niveau-là aussi. On fait attention à ce qui est fait avec ces armements. Et donc, oui, ce qui se passe là aujourd'hui est assez surprenant et peut-être une erreur, en fait, tout simplement. Donc, les scénarios qui sont sur la table, donc les Russes n'hésiteraient pas une seconde à dire « vous l'avez fait exprès », mais les scénarios qui sont sur la table, c'est ceux de la bavure, ceux de l'erreur, ceux de... Oui, ou d'une cible légitime, avec des dommages collatéraux importants. C'est-à-dire, quand je dis une cible légitime, encore une fois, on est dans des secteurs, si vous voulez, où vous pouvez avoir des concentrations de troupes quand même. Voilà, sur les arrières. Sur cette question de cible légitime, il y a des catégorisations qui sont faites. Ouais. 25 civils sont morts, c'est ça? On parle de 24 personnes qui sont mortes et surtout il y a 50 blessés selon bien évidemment la Russie. Il y a un hôtel et un café qui auraient été visés par 3 drones différents. Mais c'est vrai qu'en plus on sait que Kherson, la région de Kherson, c'est un endroit stratégique. On se souvient bien évidemment de la contre-offensive et le succès ukrainien. C'est vrai que ça marque dans les esprits. Vous parliez aussi tout à l'heure d'absence de trêve des confiseurs. Dans l'autre sens aussi, ça a été mouvementé parce qu'il y a plus de 200 drones qui ont été lancés par la Russie contre l'Ukraine dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Moi, un souvenir personnel, par exemple, moi j'étais en Ukraine le 1er janvier 2025. Ça avait été très violent dans le ciel ukrainien. Il y avait eu plusieurs victimes, notamment à Kiev. Donc il n'y a jamais de trêve des confiseurs. Jamais. Il y a une autre information dont il faut qu'on parle. C'est que la CIA donc, a mené une enquête sur cette prétendue tentative d'assassinat
de Vladimir Poutine par les Ukrainiens, on se souvient quand même que Donald Trump avait dit c'est vraiment pas bien. Hein, moi, c'est Poutine qui m'a prévenu. Il a sous-entendu qu'il avait tensé, engueulé Volodymyr Zelensky, qu'il a vu à Mar-a-Lago, en Floride, parce que ça se fait pas quand même de tenter d'assassiner Poutine en pleine discussion, en pleine diplomatie. Eh bien, la CIA vient de dire, en gros, Trump a parlé trop vite, car il n'y a pas du tout eu de tentative d'assassinat de Poutine par les Ukrainiens. Voilà le verdict, la décision, enfin le résultat du travail mené par la CIA. Suivant des déclarations déjà similaires de la part des Européens hier. Oui. C'est-à-dire, on a aussi des éléments d'information qui tendent à laisser penser que c'est pas vrai. J'allais dire, notre travail à nous, de journalistes, le premier jour, le jour où ça se passe, la première chose qu'on attend, c'est des éléments qui viennent étayer ça. Alors, La guerre prend différentes formes. Il y a la guerre urbaine, avec des combats dans les rues et les immeubles. L'artillerie et les frappes de longue distance affaiblissent les positions ennemies avant toute offensive terrestre. Les snipers et les petites unités mènent des opérations localisées. Les drones servent à observer et guider l'artillerie. Chaque bataille avance très lentement. Parfois, les lignes de front ne bougent que de quelques centaines de mètres. Mais le coût humain est énorme. Prenons le cas d'Anna, une habitante de Donetsk. Avant la guerre, elle travaillait dans une usine de textile et vivait avec son fils, Mikola, dans un petit appartement au centre-ville. Lorsque les combats ont commencé autour de leur quartier, elle a dû fuir plusieurs fois, emportant seulement quelques affaires. Elle raconte comment chaque explosion la faisait trembler, comment le bruit des drones et des tirs d'artillerie lui coupait le sommeil. Pourtant, malgré la peur, elle continue à chercher des moyens de nourrir son fils. Et parfois, elle partage ses dernières réserves de nourriture avec des voisins plus âgés ou malades. Il y a aussi Sergueï, un jeune soldat ukrainien, qui raconte sa journée dans un bâtiment industriel reconverti en poste militaire. Chaque matin, il vérifie ses armes, prépare ses rations et scrute les rues à la recherche de mouvements ennemis. Chaque décision peut changer le cours d'une bataille, et chaque erreur peut être fatale. Pour lui, protéger sa ville et sa famille est devenu une raison de continuer malgré la fatigue, le froid et la peur. Constante, Donetsk aujourd'hui est une ville silencieuse par endroits, mais bruyante par d'autres. Les ruines des bâtiments, les vitres brisées et les façades calcinées racontent le passage de la guerre. Les rues sont parsemées de gravats et les véhicules abandonnés témoignent des combats récents. Le ciel est souvent couvert de fumée, et la poussière des explosions recouvre les trottoirs. Les nuits sont particulièrement éprouvantes. On entend les sirènes, les tirs de longue portée et le bourdonnement des drones. Les habitants se réfugient dans les sous-sols, parfois à plusieurs familles dans une seule pièce. La lumière est rare, et les bruits des combats semblent plus proches dans le silence de la nuit. Donetsk et le Donbass ont une histoire particulière. Cette région a longtemps été industrielle, avec des liens économiques forts avec la Russie et l'Ukraine. Depuis 2014, après les premiers conflits séparatistes, Donetsk était déjà un point chaud, avec des tensions qui ne se sont jamais vraiment apaisées. La guerre de 2022 n'a fait qu'amplifier ces tensions, transformant la ville en champ de bataille quotidien. Le contrôle de Donetsk est stratégique pour plusieurs raisons. Sur le plan militaire, la ville est un carrefour pour les lignes de ravitaillement et les routes principales du Donbass. Sur le plan économique, elle possède des industries clés et des infrastructures énergétiques importantes. Sur le plan symbolique, contrôler Donetsk signifie montrer sa puissance et sa détermination aux deux camps et influencer l'opinion publique. Malgré tout, la vie continue. Les habitants se déplacent avec prudence, souvent à pied pour éviter les mines ou les tirs. Certains tentent de reprendre un semblant de routine, ouvrant de petites boutiques improvisées ou aidant les voisins à réparer des toits et des fenêtres. Les enfants jouent parfois dans des zones sûres, mais ils sont constamment rappelés à l'ordre par les sirènes et les alertes. L'hiver est encore plus cruel. Le froid pénètre les appartements et les sous-sols. Le chauffage est rare et les vêtements chauds manquent. Les habitants utilisent tout ce qu'ils peuvent pour se réchauffer, allant parfois jusqu'à partager leur couverture avec ceux qui n'en ont pas. Dimension internationale. Le conflit autour de Donetsk dépasse la ville et l'Ukraine. L'Ukraine reçoit un soutien militaire, financier et humanitaire de l'Europe et des États-Unis. La Russie cherche à consolider son influence dans le Donbass et à maintenir le contrôle des zones séparatistes. Chaque bataille à Donetsk influence la diplomatie internationale
les sanctions économiques et les négociations. Conclusion immersive. Donetsk est aujourd'hui le symbole tragique d'une guerre moderne, une ville transformée en champ de bataille, où chaque décision militaire a un impact immédiat sur la vie civile. Les habitants vivent au rythme des sirènes, des tirs et des explosions. Pourtant, malgré tout, la solidarité, le courage et l'espoir persistent. Chaque jour à Donetsk est un témoignage de résilience. Les familles continuent à vivre. Les enfants continuent à apprendre. Et chaque acte de solidarité devient une lumière dans l'obscurité. Le futur de la ville dépendra de la diplomatie, du soutien international et des décisions militaires. Mais pour l'instant, Donetsk reste un exemple de courage et de survie. Une ville qui endure, qui résiste et qui raconte l'histoire tragique d'une guerre qui continue de marquer le monde. Pour justifier un durcissement de ses positions, alors que les négociations sur une fin de guerre en Ukraine semblaient avancer selon Washington. Ce qui s'est passé n'est pas clair. L'Ukraine est visée par des drones et des missiles chaque nuit à Kiev, et tout ce qu'ils peuvent faire est se battre en retour. Il me semble que c'est un peu gros, si près d'un accord de paix, et l'Ukraine le veut vraiment, de faire quelque chose qui apparaîtrait comme insensé. Des images donc, mais aucune preuve. Ce qui est sûr, c'est que Moscou renvoie s'inédier la perspective d'une fin de guerre en Ukraine. L'Union européenne dénonce une diversion. La Russie croit en sa victoire. Notre victoire, affirme Vladimir Poutine lors de ses vœux de Nouvel An. 26 ans de pouvoir ce mercredi pour le maître du Kremlin. Plus de 200 drones russes tirés sur l'Ukraine durant la nuit du Nouvel An. L'estimation de l'ampleur des bombardements est révélée par Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Les combats dans les rues de Donetsk sont souvent très intenses. Les snipers, les tanks et l'artillerie frappent les positions ennemies, mais la proximité des habitations rend toute opération extrêmement risquée. Les habitants vivent dans la peur constante des bombardements. De nombreuses maisons sont détruites. Les hôpitaux et les écoles sont endommagés. Et les déplacements deviennent quasi impossibles. Depuis le début du conflit, des milliers de personnes ont été forcées de quitter leur domicile, cherchant refuge dans d'autres régions d'Ukraine ou à l'étranger. La vie quotidienne est bouleversée. Pénurie de nourriture, d'électricité et d'eau potable touchant la population civile, tandis que l'accès aux soins médicaux devient limité. Ces derniers mois, le front autour de Donetsk a connu des changements fréquents. Les forces ukrainiennes tentent de reprendre certaines zones stratégiques, tandis que les séparatistes renforcent leur position avec des tranchées et des fortifications. Les drones sont utilisés pour surveiller les mouvements ennemis et guider les frappes d'artillerie. Chaque offensive est méticuleusement planifiée. Mais les combats restent imprévisibles et meurtriers. L'évolution du front dépend non seulement des forces militaires, mais aussi des conditions logistiques, du soutien extérieur et de la résilience des civils et des soldats. La guerre à Donetsk est un conflit complexe et tragique. La ville reste un symbole de la lutte pour le contrôle de l'Est de l'Ukraine et des tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie. Les perspectives d'une paix durable sont incertaines et la situation humanitaire demeure critique. Cependant, comprendre ces événements nous permet de mieux appréhender les enjeux de ce conflit et l'importance de la protection des civils dans toute zone de guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que derrière les cartes et les chiffres, ce sont des vies humaines qui sont affectées. Pour comprendre pleinement la situation à Donetsk, il est important de regarder aussi la dimension internationale du conflit. La Russie considère la région du Donbass comme stratégique pour sa sécurité et son influence dans la région, tandis que l'Ukraine reçoit un soutien politique et matériel de plusieurs pays occidentaux. Cela transforme chaque affrontement local en un élément d'un conflit plus large, avec des enjeux diplomatiques et économiques qui dépassent largement la ville elle-même. Les combats répétés ont gravement endommagé les infrastructures essentielles. Les routes sont souvent impraticables, les lignes électriques sont détruites et l'accès à l'eau potable est limité. Les hôpitaux fonctionnent avec des moyens réduits et le personnel médical travaille sous pression constante. Les écoles ont été transformées en refuges temporaires et les familles vivent dans des conditions de grande précarité. Malgré ces difficultés, de nombreuses personnes restent dans la ville, par peur de fuir ou par attachement à leur foyer, ce qui rend la situation encore plus dramatique. Au milieu de cette guerre, des histoires de résilience émergent.
Des civils, des volontaires et des organisations humanitaires s'efforcent de fournir nourriture, soins et soutien psychologique. Même dans les quartiers les plus touchés, des initiatives locales tentent de maintenir un semblant de normalité. Certaines écoles improvisent des cours pour les enfants. Des communautés se regroupent pour partager des ressources et des journalistes sur le terrain documentent la réalité du conflit.